On vous a parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Hersan vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là. Il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là ». Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Hein. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Disons le pouvoir du journaliste, mais oui, disons la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Ce journal de 20 heures est un véritable événement. Pour la première fois depuis la privatisation de TF1, un élu de premier plan attaque en direct l'indépendance de la chaîne. Et ce n'est pas la connivence entre journalistes et pouvoir politique que François Bayrou dénonce, mais la dépendance des principaux médias français au pouvoir économique. Je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Face à un membre de la majorité politique qui a privatisé sa chaîne en 1987, Claire Chazal hausse le ton. Il n'est pas question pour la star du journal de TF1 de laisser ternir la réputation du groupe Bouygues, son employeur. Qu'on me cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'ait pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais. La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées, non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 € par an. Si l'on ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 €, sa rémunération en tant qu'administrateur de la multinationale Bongrain, aux alentours de 25 000 €, Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 € par an. Bravo Michel. 150 000 €, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui pour Michel Godet reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant
quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Je veux dire, aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. Donc vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous? Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale, c'est l'éducation au statu quo, c'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficace, plus ou moins convaincant, mais parfaitement visible de l'ordre social existant. Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Est-ce qu'on admet que, à l'illégitimité de l'exploitation, du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas, il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime.